Bon, mais écoutez, maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Laura Ferreri. Wow, merci beaucoup. Très bien. Qui est maître de conférence en psychologie cognitive à l'université Lumière de Lyon 2, laboratoire d'études des mécanismes cognitifs. Après des études en neurosciences cognitives à l'université San Raffaele de Milan et un doctorat en psychologie cognitive au laboratoire LEAD de Dijon, au CNRS, elle s'engage dans un post-doctorat au sein de l'unité de cognition et plasticité cérébrale de l'université de Barcelone. Ses recherches concernent le traitement de la musique par le cerveau, orienté plus particulièrement sur les processus de mémoire et de plaisir. Alors, votre communication intitulée « Musique et émotion, du plaisir à la cognition » vise à comprendre le plaisir musical du point de vue des neurosciences cognitives. Vous y abordez 3 aspects, les systèmes cérébraux et les processus neurochimiques qui sous-tendent le plaisir musical, les différences interindividuelles en termes d'hédonie musicale et les possibles implications pour la stimulation des capacités cognitives complexes comme l'apprentissage et la mémoire. Voilà, merci. Donc, vous avez 20 minutes, 20 bonnes minutes pour parler. Ça marche. Bon, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Je vais essayer de donner la présentation en français, mais si jamais je ne suis pas claire, n'hésitez pas à m'arrêter. Et je vais donner une présentation sur les rapports entre musique et émotion. On peut l'aborder par différentes perspectives, évidemment. J'ai essayé de donner une perspective des psychologies et neurosciences cognitives à cette thématique. Quand on parle des émotions, on parle de quelque chose au niveau de la musique qui nous accompagne depuis les premières étapes de notre vie. On sait par des études de neurosciences que notre cerveau répond spécifiquement aux différentes nuances émotionnelles de la musique déjà des premiers jours de notre vie. Et cette capacité reste intacte dans les vieillissements aussi. Les vieillissements normaux, mais aussi dans des cas de vieillissement pathologique, comme on verra tout à l'heure. Et normalement, quand on parle des émotions musicales, on s'intéresse à la capacité qu'on a de percevoir des émotions musicales, c'est-à-dire que tous, musiciens, pas musiciens, après juste quelques secondes de musique, on est capable de définir si un morceau est plutôt triste, plutôt gai, nostalgique, etc. Mais on fait référence aussi à la capacité de la musique d'induire des états émotionnels spécifiques. Donc la capacité de la musique de nous mettre dans un état émotionnel, que ce soit des tristesses, des joies, des peurs. Et normalement, on observe ça d'un point de vue des réponses individuelles, avec des différences aussi au niveau interindividuel, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Et par contre, il ne faut pas oublier que nos réponses émotionnelles à la musique dépendent aussi d'un contexte social. Donc, les contextes sociaux dans lesquels on fait des expériences musicales est capable de moduler notre état émotionnel. Au point que quand on veut faire de la promotion des événements musicaux, normalement, on a souvent l'aspect émotionnel qui va avec la promotion de la musique. Donc ça, par exemple, c'est un poster d'un festival des jazz à Varsovie en 1975. Vous voyez bien comme l'instrument musical est mélangé à un grand chœur qui souligne un peu l'aspect émotionnel. Beaucoup plus récemment, il y a un mois, plus ou moins, j'ai reçu ces mails, ces newsletters des Digitic qui m'invitaient à acheter un billet pour un concert et les titres de ces mails étaient prêts pour les grands frissons. Il n'y a pas que Digitic. Si on va regarder la publicité de Spotify, Spotify nous invite à nous abonner avec l'abonnement premium, donc à payer plus, parce qu'en suggérant qu'en quelque sorte, on peut être plus heureux. Donc, l'émotion musicale est intrinsèquement liée à l'expérience qu'on fait de la musique et même à la définition de la musique. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est essayer de donner une ou plusieurs définitions des émotions musicales d'un point de vue des psychologies et neurosciences cognitives en proposant différents mécanismes qui pourraient être à la base pour me focaliser sur un cas spécifique qui est le cas du plaisir musical et essayer de voir comment les émotions musicales, les plaisirs musicaux peuvent être liés à la cognition et en particulier à l'assimilation des processus mnésiques et d'apprentissage. Je vais aussi vous donner, par rapport à ces derniers 2 points, des évidences expérimentales un petit peu plus détaillées par rapport à des études qu'on vient de conduire. Donc, pour ce qui concerne les définitions et les mécanismes à la base,
on peut dire, à partir de tout ce que je viens de dire, que les émotions musicales sont un phénomène assez complexe. On peut les regarder d'une perspective des musicologies, des psychologies, des neurosciences, des sciences sociales, des psychologies sociales. Et par contre, quand on regarde l'étude des émotions musicales d'un point de vue de la psychologie cognitive, de façon assez classique, normalement, on voit les émotions musicales se distribuer sur ces deux axes. L'axe de la valence émotionnelle et l'axe de l'arousal, qui c'est ce qu'on entend pour état d'éveil ou d'activation. Donc, les émotions musicales permettent de bouger autour de ces deux axes. Et quand on écoute un morceau musical, on peut les classifier comme un morceau à valence très positive et très activant aussi. Mais on peut avoir plutôt des sensations de colère pour des morceaux musicaux qui ont un haut niveau d'activation, mais une balance plutôt négative. On peut avoir aussi un bas niveau d'activation, d'éveil avec une balance négative, et c'est plutôt les morceaux qui dégagent de la tristesse ou de la nostalgie. Ou encore, on peut avoir une balance positive tout en restant relaxé quand on écoute de la musique. Et en fait, les pouvoirs de la musique, c'est celui de nous permettre de voyager dans cet espace. Et souvent, les études en psychologie cognitive ont essayé d'étudier les émotions musicales en contrôlant surtout ces deux aspects. Dans les dernières années, par contre, on s'est posé la question sur l'effet que ces deux axes soient suffisants à aborder la thématique complexe des émotions musicales. Et on peut essayer de donner aussi une définition un petit peu plus vaste de tout ce qui comprend les émotions musicales. Évidemment, ça c'est directement lié aux caractéristiques de la musique. Donc, vous savez mieux que moi comment utiliser les modes, les tempos ou un timbre pour bouger dans cet espace. Mais on peut plus en général considérer les émotions musicales comme tout ce qui va de la préférence, donc l'effet qu'on a une préférence pour un morceau, un auteur, un genre musical et pas pour un autre, aussi au changement des moods ou d'humeur, c'est-à-dire l'effet que la musique peut nous mettre dans un état affectif et pour une certaine période de temps. Donc typiquement, on se lève les matins, on n'a pas du tout de l'énergie, et à la radio, on écoute une chanson qui nous met dans un état très activé pour les minutes ou voire heures à suivre. Ou encore les morceaux tristes qui nous font pleurer. Donc on parle des préférences, on parle des moods, et on parle aussi de tout ce qui concerne les jugements esthétiques, c'est-à-dire ce qui n'est pas forcément complètement lié à ce qu'on peut sentir, ressentir en termes des émotions, mais aussi quelque chose qui dépend plus d'un contrôle cognitif qui nous fait dire ben, ça c'est un bon morceau de musique, ça c'est les pas, ça c'est de l'art, ça c'est les pas. Donc c'est évidemment un champ très, très vaste. Excuse-moi, je bois un petit peu. Est-ce que vous me suivez? Tout est clair? Très bien. Ok, merci. Alors, avec un panorama si vaste des définitions possibles, on pourrait se demander quels sont les mécanismes à la base, notamment à la base de cette induction émotionnelle par la musique. Et si on va regarder les mécanismes possibles, on trouve différents types de mécanismes qui vont des réflexes plus basiques, qui dépendent par exemple de l'activité de notre tronc cérébral qui est impliqué dans la régulation de notre corps, qui nous font par exemple répondre à des sensations de surprise par rapport à une musique avec un volume très élevé, par exemple. Mais aussi, si on se met dans une perspective des jugements esthétiques, tous les jugements plus complexes qui demandent du coup pardon, je n'ai pas les mots, une activation cognitive plus importante. Et tous ces mécanismes peuvent être déclenchés à partir d'un événement musical. Et pour événement musical, on peut bien sûr penser à la musique, au morceau qu'on est en train d'écouter, mais aussi aux caractéristiques de la personne qui est en train d'écouter un morceau, et un petit peu comme on disait tout à l'heure, au contexte qu'il y a autour et qui peut moduler les émotions ressenties. Donc, on ne parlera pas d'une région cérébrale spécifique impliquée dans les traitements des émotions. Il y a bien sûr, on peut parler par exemple de l'amygdale, des systèmes mésolimbiques dont on va parler tout à l'heure, mais on parlera plutôt d'un réseau cérébral des régions impliquées dans les traitements des émotions.
Dans les 2013, Jasline a essayé de faire un petit peu une liste de tous ces mécanismes possibles et qui sont impliqués dans les émotions musicales à partir des mécanismes des bases jusqu'aux mécanismes plus complexes. Je vais ici aujourd'hui vous parler des deux mécanismes plus en détail, qui sont les deux mécanismes qui après vont lier cette partie de la présentation à la partie plus expérimentale. Alors, à part les réflexes qu'on peut mettre en jeu quand on a des réponses émotives à la musique, il y a quelque chose qui concerne la capacité de la musique à nous faire voyager dans les temps. C'est-à-dire, dès qu'on écoute un morceau de musique, on peut très facilement se rappeler des sensations, des émotions, des personnes qu'on a vécues la première fois, par exemple, qu'on a écouté ces morceaux. On parle dans ces cas, en psychologie cognitive, des mémoires épisodiques, c'est-à-dire la capacité à récupérer des souvenirs et aussi les contextes dans lesquels on les a mémorisés. Et en effet, souvent, avec la musique, on peut avoir une récupération consciente d'un événement passé, de notre propre vie, qui est évoqué par un morceau. Et donc, par exemple, si c'est un morceau qui nous rappelle une personne de notre passé qui n'est plus là, on peut voir de la nostalgie ou de la joie. Et à ça, on associe de l'activité cérébrale, bien sûr, dans des régions qui sont impliquées dans les processus des mémoires, notamment des régions comme l'hippocampe ou les cortex préfrontales. Il y a un autre mécanisme qui est probablement, en tant que musicien ou musicologue, vous connaissez très bien, et c'est les mécanismes des attentes musicales. Les attentes musicales étaient déjà proposées par Mayer dans les années 50 et dépendent de la structure syntactique de la musique. La musique est un stimulus qui évolue dans les temps et c'est un vrai langage, et on peut, avec nos connaissances, essayer de comprendre comment ces langages évoluent et développer des attentes par rapport à son évolution. En fait, ces attentes peuvent être respectées ou pas. Les travaux d'un auteur musical, c'est un petit peu les travaux d'un écrivain qui écrit un roman. Donc l'écrivain, on peut jouer avec nos attentes et les résoudre complètement, les résoudre partiellement, ne pas les résoudre. La même chose, c'est pour un auteur de musique, un musicien. Donc, par rapport à cette résolution ou pas des attentes, on aura des émotions associées. Quand on est dans un état d'incertitude, parce qu'on est en train d'écouter une phrase musicale, on ne sait pas trop où ça terminera, on peut avoir de l'anxiété. Et après, quand cette résolution a lieu, on peut avoir des réponses émotionnelles très intenses, comme les plaisirs musicaux et notamment les frissons. Aujourd'hui, on sait que quand on a une frisson musicale, c'est parce qu'on a eu, au niveau de la musique, un très bon équilibre entre des attentes respectées et une petite dose de surprise. Ça se fait que plus un morceau est familier, plus on tend à l'aimer, on a tendance à l'aimer, mais si ça devient trop familier, ça ne nous plaît pas autant. Donc c'est justement par rapport à ça que je voudrais continuer la présentation, et en particulier sur les cas du plaisir musical. Quand on parle du plaisir musical, notamment, on fait référence à une sensation que tout le monde, ou presque, a ressenti une fois dans la vie. Je ne sais pas combien d'entre vous, mais ça. C'est-à-dire les frissons, on dit la chair des poules, c'est ça? On dit ça? Ok. C'est une réponse physiologique ou psychophysiologique qu'on peut lier, entre autres choses, au plaisir intense. On sait que quand on écoute un morceau de musique et on a cette sensation des chairs de poule sur les corps, on peut avoir aussi des réponses physiologiques spécifiques associées. Normalement, on a une augmentation de la fréquence cardiaque, on a aussi une augmentation de notre fréquence respiratoire et on a une augmentation de ce qu'on appelle la conductance cutanée. Et ça prend un peu en compte la sudération de la peau qui est liée directement à notre état d'éveil, d'activation, d'arousal dont on parlait tout à l'heure. Mais il n'y a pas que des réponses physiologiques, et notamment c'était dans les dernières 10 ans que l'attention des neurosciences et de la psychologie vers les plaisirs musicaux a commencé à croître. Et c'était en 2011 qui était démontré pour la première fois que les plaisirs musicaux est capable d'activer un circuit très ancien de notre cerveau qu'on appelle les circuits mésolimbiques de la récompense. Donc c'est les circuits qui normalement s'activent en réponse à stimuli
qui nous donnent de la récompense. La nourriture, les sexes, l'argent, mais aussi en réponse à la musique. Et on sait aussi aujourd'hui que cette activation et ces réponses des plaisirs ont des différences interindividuelles. Ma façon de ressentir du plaisir n'est pas forcément pareille à celle d'une autre personne. Et par des études récentes, on a pu mettre en évidence l'existence des personnes qu'on appelle des anédoniques musicaux. C'est-à-dire, c'est des personnes qui n'ont aucun problème de la perception de la musique, qui n'ont aucun problème dans la perception de l'activation du système des récompenses pour des autres stimuli, mais qui n'activent pas de la même façon les circuits des récompenses et qui n'ont pas les mêmes types de réponses physiologiques à la musique. On peut mesurer ça grâce à un questionnaire qui peut nous mettre sur un continuum, on dit ça, et on peut être classifié comme des sujets anédoniques, des sujets hédoniques, mais aussi des sujets hyperédoniques, des grands mélomanes. On sait par des études récentes que chez ces sujets-là, il n'y a pas des différentes activations cérébrales au niveau de la perception de la musique, mais ce qui semble avoir une moindre d'activation, c'est la connexion qu'il y a entre les cortex auditifs primaires qui nous permet de percevoir de la musique et les circuits mésolimbiques de la récompense. Quand on parle des plaisirs musicaux, on parle de tout cet aspect-là qui est un aspect d'hédonie pure, mais on peut parler aussi des réponses qu'on appelle des réponses motivationnelles. Ça, c'est une étude en 2013 qui a montré que plus on aime un morceau de musique, plus on active toutes ces réponses neurophysiologiques dont on vient de parler, et plus aussi on est disposé à payer pour acheter ces morceaux de musique. En quelque sorte, Spotify n'a pas tort. Ce qu'on s'est demandé plus récemment, c'est quelle est la cause neurobiologique à la base de tout ça. C'est-à-dire, toutes ces études nous montrent des belles corrélations entre les faits qu'on prouve du plaisir musical, et on active certaines régions du cerveau où on a certaines réponses psychophysiologiques spécifiques. On s'est demandé quelle pourrait être la cause vraie derrière tout ça. Et en particulier, on s'est focalisé sur la possible implication de la dopamine dans les plaisirs musicaux. La dopamine, c'est un neurotransmetteur de notre cerveau qui, normalement, on libère dans les régions les plus profondes et anciennes de notre cerveau, notamment dans les circuits mésolimbiques des récompenses. Encore une fois, pour des stimuli comme la nourriture, les sexes, l'argent, c'est des stimuli qui nous activent, qui nous donnent de la récompense, mais qui sont aussi en quelque sorte liés à notre survivance. L'activation du système mésolimbique de la récompense nous fait imaginer bien qu'il y a une libération des dopamines, ce qui voudrait dire que notre système neuronal est en quelque sorte spécifique au niveau adaptatif pour répondre émotionnellement à la musique. Donc pour mieux investiguer les rôles et la présence en effet de la libération dopaminergique dans les plaisirs musicaux, on a essayé d'aller activer ou désactiver les systèmes dopaminergiques directement dans les cerveaux des personnes à travers une étude pharmacologique. Et dans cette étude pharmacologique, on donnait soit de la lévodopa, qui est un précurseur dopaminergique censé augmenter la libération des dopamines dans les cerveaux, soit un placebo, soit la risperidone, qui bloque les systèmes dopaminergiques en bloquant ces récepteurs et donc diminue la présence des dopamines dans les cerveaux. Et on a fait ça, on a administré ça pendant que nos participants écoutaient de la musique. La musique pouvait être soit leur chanson préférée, donc on a chacun ramené 5 chansons préférées, soit des chansons pop-rock qu'on avait présélectionnées. Et on mesurait à la fois leur réponse hédonique et leur réponse motivationnelle. Les réponses hédoniques pour toutes les chansons, on les mesurait à travers des ratings subjectifs. Donc pour chaque chanson, les sujets nous disaient combien des plaisirs ils étaient en train d'éprouver pendant l'écoute, donc s'ils éprouvaient ou pas des frissons. Et en même temps, et c'est cette petite main-là, on mesurait aussi leur conductance cutanée, qu'on peut associer au phénomène des frissons musicaux. Pour la musique qu'on avait présélectionnée et qu'ils n'étaient pas censés avoir déjà dans leur playlist, on demandait aussi combien d'argent ils étaient disposés à payer pour l'avoir dans leur playlist et pour l'acheter et pour la recevoir après. Ce qu'on a pu montrer, c'est que
la dopamine est directement impliquée dans les plaisirs musicaux. Ce que vous voyez dans ces graphiques-là, c'est que quand la dopamine baissait dans les cerveaux, donc sous risperidone, on avait aussi une diminution des réponses, des plaisirs associés à la musique, donc moins des frissons. Alors que quand la dopamine augmentait sous la subministration des lévodopa, on avait aussi plus des frissons reportés par le sujet. Ça allait en parallèle avec la mesure de la conductance cutanée. Donc moins d'arousal physiologique sous risperidone, mais quand la dopamine augmentait, on augmentait aussi la réponse des plaisirs physiologiques associés. Et la chose intéressante, c'est que les mêmes patterns, on l'a trouvé aussi pour les réponses motivationnelles. À l'augmenter de la dopamine, les personnes étaient disposées aussi à payer plus pour obtenir un certain morceau musical. Dans un commentaire récent qui a été fait sur cette étude, les auteurs suggéraient que ça, c'est une épreuve du fait que notre système neuronal, que notre cerveau, en quelque sorte, a développé un mécanisme adaptatif pour les réponses des récompenses, pour les réponses émotionnelles à la musique. Donc peut-être la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est pas si la musique c'est quelque chose d'émotionnel ou qui donne de la récompense en soi-même, mais pourquoi? Quelle est la raison derrière? Évidemment, je n'ai pas la réponse, mais j'ai une hypothèse qu'on pourrait discuter ensemble. Et cette hypothèse concerne les liens qu'on peut faire entre émotion et cognition, qu'on dit plus des hauts niveaux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer que les émotions, et plus spécifiquement dans ces cas-là, les plaisirs musicaux, peuvent jouer un rôle clé pour les fonctions exécutives des hauts niveaux, comme la mémoire et l'apprentissage. Donc, je vais vers la troisième partie. Tout est clair jusqu'à là? Ok. Les premiers liens qu'on peut faire à support de cette hypothèse, c'est un lien anatomique ou physiologique. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'au niveau d'anatomie et des neurophysiologies, l'hippocampe, qui est crucial pour la formation et la consolidation en mémoire, est à côté et travaille avec l'amygdale, importante pour les traitements des émotions, pas que des émotions musicales évidemment, et les noyaux accumbens, qui est une des régions principales de ces circuits mésolimbiques des récompenses. Donc, au niveau d'anatomie et des relations physiologiques entre ces structures, on voit bien qu'il y a un lien. Et si on va regarder les études sur mémoire et émotion, on a bien des évidences au niveau expérimental qui vont dans la direction qui nous fait penser que tout ce qui est capable de moduler les structures impliquées dans les émotions peut aussi créer un accès particulier à la trace mnésique. Et c'est plutôt sont surtout les études sur des personnes qui ont des déficits en mémoire, comme les patients Alzheimer, qui vont dans cette direction. Donc, par exemple, on sait que chez les patients Alzheimer qui ont souvent des déficits de mémoire très graves, très développés, on trouve parfois de la mémoire pour la musique qui reste relativement préservée. Et ceci semble être régulier par un accès émotionnel à la trace mnésique. On sait par exemple que si on demande à des patients Alzheimer d'essayer de rappeler des souvenirs autobiographiques de leur propre vie après avoir écouté de la musique, ils font ça mieux. C'est-à-dire ils donnent des souvenirs plus détaillés en utilisant un meilleur langage. Et la chose intéressante qui était trouvée, c'est que ces langages ont plus de mots à connotation positive. Donc dans ce sens-là, ça semble que les émotions jouent un rôle clé pour accéder à des souvenirs qui sinon sembleraient complètement perdus. Encore une fois, ce qu'on peut se demander, c'est quels pourraient être les mécanismes à la base. Donc évidemment, et j'ai remis un petit peu sur l'introduction, quand on parle d'émotions, on parle beaucoup des choses et beaucoup des perspectives différentes qu'on peut prendre. Pour parler du possible mécanisme à la base, j'y reviens sur les cas spécifiques du plaisir musical et les possibles implications qu'il pourrait avoir dans la modulation de la mémoire. Et comme on s'est demandé de la possible implication de la dopamine dans les plaisirs musicaux,
il faut savoir aussi qu'il y a une implication importante du système dopaminergique dans la formation et dans la consolidation de la mémoire. Pourquoi? Parce qu'on sait que la dopamine est capable de faire quelque chose au niveau synaptique de l'hippocampe, très importante, est capable de renforcer ce qu'on appelle la potentialisation à long terme, qui est à la base de notre cerveau de la formation de la mémoire et de la consolidation de la mémoire. Donc, on pourrait imaginer que tous les stimuli qui libèrent de la dopamine pourraient amener à des améliorations de la mémoire à long terme. Ça, c'est quelque chose qui était déjà démontré, par exemple, pour l'argent. Si je vous demande d'apprendre une liste des mots, pour certains, vous pouvez gagner 1 euro si vous les apprenez bien, et pour des autres, 10 euros. Je vous assure que vous allez mieux apprendre la liste des 10 euros. On sait, par contre, et on vient de le voir, que la musique active les systèmes mésolimbiques dopaminergiques, et donc est-ce qu'on pourrait penser que la musique aussi, en activant ces systèmes, pourrait améliorer la mémoire? Donc, pour répondre à cette question, on a décidé d'étudier les rôles du plaisir et des réponses dopaminergiques dans la mémoire spécifique pour la musique, qui est celle qui semble être préservée aussi dans les cas des déficits de mémoire. Ok. On l'a fait, par exemple, en demandant à des sujets mémoriser des listes des mots, mémoriser des morceaux de musique non familiers, donc inconnus, tout en nous donnant leur plaisir ressenti, encore une fois, et en mesurant aussi leur degré d'édonie, c'est-à-dire si c'était plutôt des sujets anédoniques, hédoniques ou hyperhédoniques. Et 24 heures après, on testait la mémoire pour ces morceaux de musique. On a trouvé 2 résultats principaux. Les premiers, c'est que les morceaux qui étaient notés comme plus plaisants les premiers jours étaient aussi mieux rappelés le lendemain. Et aussi que les scores des données musicales qu'on peut mesurer chez les individus prédisaient la performance en mémoire. Plus une personne est hédonique musicale, meilleure sera sa performance en mémoire. Je n'ai pas trop de temps pour aller en détail sur ça, mais on peut y revenir après si vous voulez. La chose intéressante, c'est qu'on a pu montrer que cet effet-là est modulé, encore une fois, par la dopamine. C'est-à-dire, ce qu'on a montré, c'est que en donnant de la lévodopa, les réponses des plaisirs augmentent surtout chez les personnes plus hédoniques, mais pas que les réponses des plaisirs, aussi leur mémoire les lendemains. Et en donnant de la risperidone, c'est les patterns inverses. Donc, je vais vers les conclusions. Alors, ce qu'on a pu montrer, c'est que quand on parle des émotions musicales, on parle bien sûr des valences, d'arousal, mais on peut parler aussi des définitions un petit peu plus vastes qui comprennent des perspectives différentes et aussi qui nous obligent à imaginer des mécanismes différents et variés qui peuvent être à la base de ces émotions. Et un rôle central semble être joué par les plaisirs musicaux, qui est capable d'activer un système très ancien et très important pour la survivance de l'être humain. Ceci nous permet d'imaginer une connexion forte entre les émotions, et en particulier les plaisirs musicaux, et des fonctions cognitives de haut niveau, comme la mémoire. Et évidemment, ça devient très important quand on pense à des possibles implications pour des applications cliniques, par exemple, pour la stimulation ou la réhabilitation des mécanismes et processus des mémoires déficitaires, parce que prendre en compte les émotions, les plaisirs et la façon dont chaque personne est capable de répondre à la musique peut évidemment marquer la différence entre une intervention musicale tout court et une intervention musicale spécifique et efficiente pour les patients. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention.